toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. Next, comme on dit. Oui, on est prête. On est prête pour notre prochain invité. Et je me permets de débuter la description un peu suspense. Et j'y vais avec quelques adjectifs. Un homme. C'est pas un adjectif, mais C'est pas un adjectif, mais c'est un homme, non? On peut dire une femme. Un homme. C'est un athlète. Oui. Un grand athlète. Un grand athlète, Excuse-moi, il y a merci. juste quelque chose. Voilà. Ça t'énerve. On dit de lui qu'il est courageux, qu'il est résilient. Et je vais rajouter un homme avec un grand cœur. Ouais. Et lui, il dirait un cœur de lion. Effectivement. Il y a de la bravoure dans le lion. Oui, c'est ça. Et tu sais, le lion fait peur, mais le lion, c'est le roi de la jungle, le roi de la forêt. Puis c'est celui qui protège aussi. Hein. En fait, Nice. c'est le protecteur. Donc, moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer cet homme d'exception à plusieurs événements. Et j'ai toujours été frappée par sa présence dans des lieux où c'était des causes. Et des causes qui touchent beaucoup les jeunes, mais la diversité. Donc, c'est quelqu'un d'engagé. Puis, c'est drôle comment, quand tu le vois à prime abord, parce que le domaine dans lequel il vient, c'est un grand athlète, mais son domaine, c'est un domaine généralement rough. Mais il l'est pas. C'est juste sa profession. C'est vraiment un cœur. Tu as envie de le prendre C'est comme quoi ça, un cœur? Comment... Un cœur. Un grand cœur. Alors, on y va? Oui. On reçoit qui, maman? Jean-Pascal. Jean-Pascal. Yes! Merci Bonjour. d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Grand plaisir, grand plaisir. On ne pouvait pas, surtout dans ce segment-là, ne pas penser à quelqu'un comme toi. Et merci toi d'avoir accepté parce que c'est pas évident avec tout ce que tu reçois aussi comme demande, certainement. Puis elles sont toutes probablement intéressantes. Mais je trouve que c'est important parce qu'on te connaît, oui, mais on ne connaît pas tout de toi et on connaît certainement pas certains aspects de toi. Et c'est là où on aimerait aller parce qu'il y a des choses qui te tiennent énormément à cœur, mais qui sont d'une grande importance aujourd'hui, Jean-Pascal, dans notre société, puis dans le monde, surtout. Mais avant d'aller là, moi, j'aimerais ça que tu parles de toi. Parce que tu sais, des fois, on pense qu'on te connaît ou on pense connaître le boxeur, l'athlète Jean-Pascal. Mais raconte-nous un peu, parce que moi, je ne te connais pas vraiment, d'où tu viens. Puis honnêtement, moi, je me suis toujours dit, quand j'ai lu sur toi, je me suis dit, mais ce gars-là, s'il n'avait pas été boxeur, il ferait quoi dans la vie? Tu sais, parce que quand on lit ton truc, on dirait que tu es né pour faire ce que tu fais, mais peut-être que c'est... Bon, tu vas nous raconter, là, d'où tu viens, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais? Mais les gens connaissent beaucoup Jean-Pascal, l'athlète. Mais les gens connaissent peu Jean-Pascal. Moi, j'appelle ça le Jean-Pascal sofa, le Jean-Pascal de tous les jours Oui, qui est ça. à la maison. Oui. L'homme derrière l'athlète. C'est ça. Donc, oui, définitivement, les gens me connaissent beaucoup en tant qu'athlète lors de mes combats de boxe, mais connaissent peu la vraie personne qui est Jean-Pascal, Oui. le Jean-Pascal de tous les jours. Alors, aujourd'hui, c'est une belle opportunité que vous m'offrez aussi en même temps pour que les gens puissent me découvrir en tant qu'homme, l'homme derrière l'athlète. Alors, c'est pour une des raisons que j'ai accepté l'invitation. C'est haut la main. Qu'est-ce que je pourrais dire pour répondre à votre question? Qu'est-ce que je ferais si je serais pas boxeur? Moi, la boxe, c'était mon plan B dans la vie. Le monde pense souvent que la boxe est mon plan A, mais malheureusement ou heureusement, oui, c'est ça. la boxe arrivait. était mon plan B. Moi, mon rêve, c'était de devenir le premier noir directeur du service de police de Montréal. Non. C'est pas vrai. Exactement, c'était ça. Et je suis allé aux Olympiques en 2004. Et les Olympiques étaient à Athènes, en Grèce. Et ensuite, moi, j'étais quand même, malgré que je suis boxeur, j'étais un homme quand même assez studieux. J'ai laissé la dernière semaine des Olympiques pour pas manquer ma première semaine de cours au cégep. À ce point.
Exactement. Donc j'étais vraiment concentré, comme que je vous dis, la boxe, c'était un plan B, c'était pas mon plan A. Et j'ai toujours mis l'éducation de l'avant parce que l'éducation, c'est très important. C'est ça qui peut. C'est pas vraiment l'argent qui peut combattre la pauvreté, c'est l'éducation. Avec une meilleure éducation, les gens ont un meilleur travail. Avec un meilleur travail, ils peuvent aller chercher plus d'argent. Et avec plus d'argent, normalement, on peut combattre la pauvreté. Mais si on fait juste donner de l'argent, ça ne va pas combattre la pauvreté. C'est vraiment avec l'éducation de nos jeunes. Oui. Parce que si on a des meilleurs jeunes, le pays va devenir un meilleur pays aussi. Alors, c'est pour ça que moi, l'éducation, c'était primordial pour moi. C'est pour ça que j'ai fait ça de concert, la boxe et l'école. J'étais en sport-études au collège. Et quand j'ai terminé le collège en 2006 ou 2007, je crois, c'est là qu'il fallait que je fasse un choix parce qu'il fallait que je prenne 4 mois de break pour aller à Nicolet, qui est l'académie de police. Oui, c'est vrai. Et dans ce temps-là, j'étais en pleine ascension dans ma carrière professionnelle. Alors, j'ai pas voulu prendre ce break-là parce que je me suis dit que toute ma vie, j'ai fait école boxe. Là, pourquoi je devrais peut-être me concentrer sur un des deux et ensuite voir qu'est-ce que ça va donner. Et pourquoi j'ai choisi de me concentrer sur la boxe, c'est que je me suis dit que si je vais à la boxe, ça ne fonctionne pas. À 25 ans, je peux revenir en tant que policier. Mais si je m'en vais dans la police et j'aime pas ça, à 25 ans, c'est un peu trop tard pour commencer une carrière professionnelle. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre dans la boxe. Et ça l'a donné... et tu as percé. Exactement. Donc c'est ça. Si j'étais pas boxeur, si j'avais pas été boxeur, c'est sûrement dans la police que je serais. Puis mon but, c'était de devenir le premier noir directeur de service. Sinon, la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse, même aujourd'hui, parce que mon père est un ancien politicien. Alors, c'est deux volets en Haïti. En Haïti. Ouais, il est en Haïti. Et c'est deux volets qui m'intéressent. Ben, plus la police, mais la politique. J'ai toujours un intérêt pour ça en ce moment. Donc, tu viens d'une famille... puis là, je demande la question, peut-être que tu viens d'une famille... Est-ce qu'il y en a d'autres sportifs dans ta famille ou tu es celui qui a... Non, c'est mon frère, mon grand frère Nicholson. Nous, dans notre famille, on est tous des grands sportifs parce que... j'ai ma petite sœur qui s'appelle Erika. Elle est infirmière au CHUM. Et j'ai mon grand frère qui faisait de la boxe. Mais plus jeune, on était des grands sportifs. Ma sœur, elle a fait du patinage artistique. Elle a fait de la gymnastique. Mon grand frère a fait du baseball, du soccer et du hockey. Et moi, de mon côté, j'ai fait du soccer et j'ai fait du hockey. Puis techniquement, pour répondre à encore une question, si j'avais pas bifurqué vers la boxe, mon but, j'aurais sûrement été le premier Piqué Souben du Canadien de Montréal. Parce que j'étais bon au hockey aussi, effectivement. J'ai joué 2A, mais rendu, je crois, Bantam. À l'âge de 13 ans, je mesurais 5 pieds 2 et 96 livres. Wow. Alors, à cause de ma petite taille, j'étais plus capable de faire les grands niveaux. Et dur, ensuite, c'est pour ça que j'ai bifurqué vers la boxe. Mais c'est à partir de 15-16 ans, j'ai commencé à grandir et grossir. Alors, si je n'avais pas lâché, peut-être j'aurais été le premier piqué. Peut-être le premier piqué Souben du Canadien de Montréal. C'est bon. On a plusieurs avenues. Exactement. Tu parlais de l'éducation. Oui. Il y a une phrase qui est très connue qui dit « Knowledge is power ». Définitivement. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est le véritable pouvoir. On pense que c'est l'argent. On pense que c'est autre chose. Mais en réalité, le véritable pouvoir qui t'appartient en plus, qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est la connaissance. C'est l'éducation. C'est pour ça que... Je trouve d'ailleurs, je crois que tu as ouvert une fondation. Oui, j'ai offert la fondation avec 3 de mes amis, Thierry Joubert, qui est un ancien professeur et maintenant qui est investisseur immobilier, et Mactor Mbaye, que lui, il est animateur à la télévision et aussi courtier immobilier. Alors, avec mes 2 amis, nous avons décidé de fonder la fondation YRE pour Youth Rising Estate. C'est pour aider les jeunes à l'éducation financière, la littératie financière, et aussi de leur donner une base sur l'immobilier. Parce que souvent, les jeunes issus de la diversité pensent que
pour devenir ces millionnaires, c'est par le sport, que ce soit sinon pour être un artiste, rappeur, exactement. Mais il y a plein d'avenues pour devenir riche dans la vie. Et l'immobilier est un beau véhicule. Belle opportunité. Une belle opportunité, un beau véhicule justement pour devenir riche dans la vie. Et moi, pourquoi j'ai décidé de m'impliquer dans cette fondation-là, c'est que si j'avais su les connaissances, mettons à l'âge de 20 ans ou 25 ans, que je connais maintenant, Exact. j'aurais fait autre chose avec mon argent, j'aurais investi d'une autre façon. Donc, c'est pour ça que moi, justement, c'est quelque chose que je veux donner aux jeunes que je n'avais pas à mon époque. Ouais. Donc, si je peux aider les jeunes à réussir dans leur domaine ou sinon à réaliser leurs rêves grâce à l'éducation financière et avoir une bonne connaissance au point de vue de l'immobilier, moi, je vais être content. C'est génial. C'est quel âge? Quand tu dis jeune, C'est l'adolescent? C'est entre 14 et 21 ans, parce qu'à partir de 14 ans, on peut commencer à travailler. Oui. Donc, plus jeune qu'on comprend l'éducation financière, mieux que c'est. Alors, présentement, on a eu une première cohorte qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps, fin avril, qui a duré 6 mois. On avait 10 jeunes issus de plusieurs diversités culturelles, exactement, et ça s'est bien passé. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les jeunes n'ont jamais manqué une classe. Puis les jeunes étaient vraiment passionnés. Je voyais comme les étoiles, pétillés, là. Yeux pétillants. Ils étaient là en train d'écouter et posaient beaucoup de questions. Puis je pense que justement, la première cohorte, ça a été un succès. Puis je pense que ça va leur aider pour la poursuite dans l'objectif. À chaque fois que tu vas avoir une cohorte de 10 jeunes, on va dire, ils vont eux-mêmes devenir des ambassadeurs pour les autres. Et c'est ça que tu devrais faire, c'est eux-mêmes de les impliquer parce qu'ils l'ont vécu. Oui, définitivement. Ils l'ont vécu, ils ont aimé, puis ça va les aider définitivement. pour en parler, Absolument, ils sauront en parler. absolument. Exactement. Ça veut dire que si je faisais partie de la cohorte, là, Jean-Pascal explique, je sors de là, est-ce que je suis capable de prendre des décisions? Est-ce que je suis capable d'être dans l'action ou ça reste encore théorique? Non, c'est vraiment, nous, c'est la cohorte qu'on a faite, c'est vraiment en action. On donnait des exemples concrets. Je pense que quand tu sors de là, tu es capable justement de prendre des décisions éclairées ou sinon dire ça, c'est pas un bon deal pour moi. Ou même après la cohorte, on reste toujours ouvert. Les jeunes ont toujours accès à nous pour pouvoir nous parler. On peut toujours les guider dans leur cheminement. Oui, dans leur cheminement, absolument. C'est comme des mentors, en fait. Oui. C'est du mentorat, c'est de l'accompagnement, c'est de l'éducation, en fin de compte. De l'éducation pour leur faire penser autre chose que ce qu'on leur a, je pense, inculqué. Souvent, ça se passe dans les écoles. Hein. Ça commence à la maison, puis ensuite, malheureusement, dans les écoles où on te dit... Puis une chose que Thierry m'a dit, lui, pourquoi il s'est lancé avec nous dans cette aventure-là pour aider les jeunes, c'est que lui, il était professeur d'école et il s'est rendu compte que le système ne veut pas que les choses changent. Alors, il s'est dit, bon, moi, je vais me retirer du système, puis je vais pouvoir aider les jeunes à ma façon. Ouais. Puis le but ultime aussi de cette fondation-là, c'est aussi d'ouvrir une école. Et ensuite, parce que qu'est-ce qu'on montre aux jeunes, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Non. Parce que si moi, j'avais appris ça... La littératie financière, ça se... Exactement. Ben oui. J'aurais été probablement ailleurs dans ma vie en ce moment. Oui. Il y en a beaucoup qui le disent, hein, ça. Ouais. C'est si j'avais pu avoir cette ouverture-là, cette compréhension-là, probablement que j'aurais pris un autre chemin. C'est pas tout le monde qui a envie d'être... le mal-être que l'on voit aujourd'hui chez nos jeunes, il vient de quelque part. Jean-Pascal, un peu comme toi, je suis très impliquée avec les jeunes aussi, en éducation. Et une des choses qui revient à chaque fois que je les rencontre, c'est on a l'impression, parce que pour eux, c'est leur impression, que nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas importants pour vous. C'est comme si vous avez déjà tout fait, et non, il ne nous reste rien. Le monde s'en va pas au bon endroit, l'environnement, le climat, l'économie. Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait qu'ils deviennent quasiment défaitistes. Pas tous, merci mon Dieu, mais beaucoup. Et dès qu'on shift ça, dès qu'on commence à leur parler, dès qu'on commence à leur montrer que, non, ça c'est la vraie vie,
C'est tout. C'est juste elle, n'est-ce Il y a pas? des hauts et des bas. Ouais. Voilà. La vie, c'est comme un combat de boxe. Des fois, on tombe, Absolument. mais il faut se relever et il faut continuer jusqu'au bout. Et juste pour revenir à la fondation, tu sais, tu parlais un peu, qu'est-ce qu'on peut savoir concrètement. Ouais. Tu sais, moi, tu sais, quand j'avais 25 ans, 26 ans, je boxais, j'étais champion du monde, je faisais des millions avec la boxe. C'est, admettons, j'ai quitté la maison familiale à 25 ans. Moi, là, mon but, c'était vraiment que quand je quitte la maison, c'était d'acheter ma première maison. Parce que je ne voulais pas payer l'hypothèque de quelqu'un Exact. d'autre. Donc, je me suis dit que fait que l'année du collège, que j'ai terminé le collège, j'ai acheté ma première maison. C'était une petite maison de ville. J'ai acheté ça, je me rappelle, à l'époque, c'était 230 000. Ah oui, c'est Puis- ça. Puis j'étais vraiment stressé. Oui, elle existe toujours. Ouais, on doit parler dans les 400, 500 000 facilement. J'étais beaucoup stressé et je l'ai acheté. Là, quand j'ai commencé à faire mes millions, c'est par la suite. Après ça, j'ai pensé, tu sais, moi, je voulais toujours avoir ma grosse maison, mon yacht, C'est ma ça. moto, C'est ça. ma grosse voiture et tout. Mais si j'avais eu les connaissances nécessaires, Voilà. au lieu d'acheter ma grosse maison, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais acheté probablement des blocs. T'aurais Comme investi. investi dans un 6-portes. Après ça, j'aurais investi peut-être dans un autre 6-portes. Puis après ça, après avoir quelques portes, admettons une vingtaine de portes, là, j'aurais pu acheter ma grosse maison. Exact. Ma grosse, c'est mon yacht et Donc, tout. C'est la Donc, différence, la hein, tu réaction- vois? Exactement. La réaction première, Ouais, c'est papa. l'investissement. Exactement. Non, c'est et encore une fois, L'inv- j'investirai dans quelque chose qui Oui. va rapporter du Ah non, je revenu. pensais que tu disais la réaction Non. première, c'est Oui, oui, d'acheter non. des biens. Non, non. Et ensuite, s'il savait, Ah, mais il aurait s'il avait investi. su. Ouais, il Ça, avait c'est exactement. exact. Si tu avais su. Exactement. C'est-à-dire Si que j'avais- les biens que l'on peut posséder devraient arriver Après l'investissement. avoir les moyens. Donc, il faut déjà avoir une pensée plus entrepreneuriale, mais économique. Puis surtout, quand on est jeune, techniquement, on n'a pas de dette. Exact. Donc tu sais, quand j'avais 27 ans, je faisais 1 million par combat, j'avais aucune dette. Donc, placer un 200 000 Ça aurait été sur un bloc, facile. appartement. Ça aurait été facile pour toi. Puis en plus, même, je me rappelle, dans le temps, c'était dans les années 2009, c'était les voitures électriques Tesla. Moi, j'avais pensé, je voulais investir dans Tesla. C'était pas beaucoup connu dans ce temps-là. Non, Ouais. Mais par contre, je savais pas comment. C'est ça. Je savais pas que tu sais, j'aurais pu aller à la banque demander, mais je savais pas comment. Puis, tu sais, je suis athlète, boxeur, j'avais d'autres choses dans Ouais. ma tête. Donc c'est juste sorti de ma tête. Mais c'est quelque chose que j'avais pensé en 2009, investir. Si j'avais investi, mettons, 100 000 en 2009, J'aurais été- Là, aujourd'hui, Aujourd'hui. Absolument. Exactement. Et voilà. C'est fou. C'est tout. Et le fait que tu donnes ces exemples-là, c'est pas du regret. Non. C'est juste, voilà. Exactement. C'est juste de dire ce que moi j'ai vécu aujourd'hui. Que je savais pas. veux le partager Exactement. pour qu'on puisse. Parce que je ne Exactement. savais pas, je ne savais pas à cet âge-là. Voilà. Maintenant, vous avez la chance. Puis, tu sais, De le savoir. Les jeunes, ils ont un exemple devant eux, tangible, que, tu sais, Oui. fait que là, tu sais, ils voient la réalité. Puis, tu sais, je leur dis que si moi, j'avais eu cette opportunité, je l'aurais pris, je l'aurais saisi. Puis, les jeunes l'ont vraiment bien compris. C'est pour ça, je crois qu'ils n'ont manqué aucun cours. Exact. Puis, les jeunes étaient vraiment attentifs. oui, ils sont Puis engagés. C'était des cours, là, quand même. Ça commençait à 9 h le matin, puis ça terminait à midi, 1 h. On débordait toujours. Ouais. Et y rester quand même. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Mais moi, j'aimerais aller quelque part avec toi. Je voudrais t'emmener vers toi. Parce que tu parles beaucoup de ce que tu, comme d'habitude, hein, tout ce qu'on veut pas voir ou ce qu'on veut pas savoir parce que tu essayes de te protéger un peu. Mais tu as eu des bons coups et tu as eu aussi des moments complexes C'est sûr, et oui. difficiles. Aujourd'hui, Jean-Pascal, il est là. Il est de retour. Et c'est là où je te dis, on te connaît peut-être moins bien. On a connu le avant, léger, le pendant beaucoup, Mhm. mais le après un peu moins. Donc, ce après-là, Jean-Pascal, Voilà. comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais partager? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, mais qui t'ont fait grandir aussi? Ben, présentement, je suis en train d'écrire ma biographie. Donc, c'est sûr que les gens, je pourrais partager beaucoup de choses dans ma biographie. Les gens pourront mieux apprendre à me connaître ou qu'est-ce qu'ils pensaient de moi ou qui j'étais et tout.
C'est sûr que j'ai eu des bons coups, j'ai eu des moins bons coups, mais une chose avec moi, c'est que je me suis toujours tenu debout dans la vie. Même quand c'était difficile, quand je tombais, je me relevais, je me tenais debout. Et justement, je crois que ça va être ça, le titre de mon livre, juste debout. Debout. Exactement. Ben oui. Parce que je me suis toujours tenu debout. Puis, tu sais, j'ai eu des combats difficiles, que ce soit tant à l'intérieur ou à l'extérieur du ring. Oui. Des combats difficiles. Et comme que je dis, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je me suis toujours tenu debout. J'ai toujours cru à mes convictions, mes valeurs, mes principes. Et c'est pas facile des fois. Hein. Non. C'est vraiment pas Ouais. facile. Parce que des fois, il faut se battre avec ses démons et tout. Et je crois que tout le monde dans la vie a des démons. C'est juste qu'il faut savoir Les affronter. les affronter Ouais. et ensuite les maîtriser, les contrôler un peu pour pouvoir bien avancer dans la vie. Mais donne-nous... moi, je suis curieuse. Mhm. Puis là, je veux te dire un truc, puis tu n'as pas le droit de rire de moi. J'ai... Imagine-toi, j'ai voulu... Alors, j'ai 2 enfants, d'accord? Un garçon et une fille. Et pour faire... Faut que je l'ignore. Et pour faire... tu sais, j'ai voulu faire La un sport. perfection. Et c'est incroyable. Mais oui, et moi, tu me vois, je bouge même pas. Je lui donne même pas de l'attention. On voit mère-fille, hein, ça marche. D'ailleurs, tes papas, tu vas nous Oui, parler de ta fille. Bah oui. Et là, j'ai voulu faire un truc avec Leïla, avec ma fille. Et je me suis dit, allez, on va faire un sport, mère-fille. On va connecter. Et c'était la boxe. Oh! Écoute, si je te montre la vidéo de ma fille, toi, ton œil professionnel, c'est sûr que tu vas te dire, mais tu vas être impressionné. Donc, elle va avoir 11 ans. Mais attends, il faut que je t'explique. J'arrive là, toute motivée. Moi, j'étais comme, yes, let's go, je vais me remettre en forme, on fait de la boxe. Le mec, et c'était en privé, donc Ok. c'est plus intense en Oui, privé. c'est- Fait que le coach, il ne regarde que moi et ma fille. Il n'y a pas de break. Je suis sortie de là le lendemain, j'ai pas pu monter les escaliers. Écoute, Je te crois à 100%. et là, Jean-Pascal, je me suis dit, mais comment les boxeurs font pour se mettre dans ce genre d'entraînement, dans ce genre... Parce que, écoute, là, bon, d'accord, ça m'a pris peut-être 2 semaines. Après, j'ai commencé à monter les marches, mais c'était... Moi, j'ai trouvé ça violent. Pour le corps, j'ai trouvé ça violent. C'était violent parce que tu n'étais pas habitué. Mais qu'est-ce qui est clair. bien avec l'être humain? L'être humain est une machine qui s'adapte à tout. Donc, c'est juste une question d'adaptation. Tu n'étais pas adapté, mais dis-toi que la 2e fois, la 3e fois que tu vas le faire, ton corps va être habitué, Oui. va se rappeler de C'était ces mieux. Mais c'est moments-là. très... Non, non, c'est sûr. C'est très mental. C'est très mais, mental. Mais comme que je dis souvent aux gens, la vie, c'est mental. La Ouais. vie, ça se passe entre les 2 oreilles. Le Absolument. monde pense souvent que la vie, c'est physique, Non. mais ça se passe entre les 2 oreilles. Et le subconscient, c'est vraiment, vraiment une force incroyable. Et fou. c'est pour ça qu'il faut faire attention des fois à qu'est-ce qu'on dit, parce que ça, c'est la puissance du subconscient. Bravo. Absolument. Donc, c'est moi, souvent, quand les gens parlent souvent au négatif, tu sais, ben, eux autres pensent que c'est pas négatif, mais c'est négatif. Ça, admettons, exemple, pour un combat de boxe, je me dis, je veux pas perdre. Mais ça, Tu le dis dans le négatif. l'univers comprend, je veux perdre, parce que l'univers ne comprend pas les négations. Oui. Donc il faut dire, je vais gagner ou je veux gagner. Ouais. Donc, c'est toutes des petites choses que j'essaie d'inculquer à ma fille, justement, Absolument. pour la loi de l'attraction. Et moi, je suis vraiment bon pour la force du mental. C'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup dans ma carrière. C'est ça qui m'a permis aussi de traverser beaucoup d'obstacles. Comme que je disais un peu plus tôt à ta mère, quand je vois un obstacle, souvent les gens essaient de contourner, de grimper. Moi, je fonce dedans. Je fonce dedans, je débloque l'obstacle, je passe dedans et ensuite c'est au suivant. Force de caractère. Ah oui. Exactement. Mais oui, mais la vie, c'est Mais c'est un cumul de défis. Mhm. Puis c'est la façon dont on va y faire face hein, qui fait que on grandit ou on s'aplatit. Oui. C'est le mindset, comme Oui. tu dis si bien. Vraiment. Tu disais tout à l'heure, je veux gagner. Moi, j'avais l'habitude, enfin, pour principe de dire, je suis une gagnante. Mhm. De toute Oui, façon. C'est-à-dire que je me préparais même à que cette fois-ci, ce soit pas comme je l'ai imaginé. Mais ce que je me disais, c'est que je suis de toute façon gagnante. Tu vois? Juste pour essayer, parce que c'est normal quand on est jeune, Mhm. et quand on nous dit qu'on est très bon, et quand on nous dit qu'on est parfait, et quand on nous pousse dans le dos, notre ego est immense.
Oui, c'est C'est sûr. vrai. Ça va dépendre des jeunes. Mais moi, ce côté-là, je ne l'avais pas beaucoup. Oui, je voyais que j'étais bon. Je ne suis pas Ben aveugle. oui. Je voyais que Oui, j'avais ben des j'espère capacités. bien. Mais par contre, je savais, pour être bon, il fallait que je m'entraîne. Exact. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une avance sur les autres jeunes, parce que je m'entraînais plus que les autres. J'avais des... Tu sais, je regardais en 2012, les gens commençaient à faire du fitness training, du Oui. core training. Mais moi, je fais ça depuis les années 2000. Plus avant-gardeur. Hein, tu étais plus Exactement, avant-gardiste. Ouais. Depuis les années 2000, avec El Tabot. Ensuite, je suis allé aux États-Unis faire des cours en 2008 et tout. Puis là, après ça, je faisais ça. Pour moi, c'est normal. Puis j'ai vu que c'était à partir de 2012 que les autres boxeurs commençaient à faire la même chose que moi je faisais. Exact. Donc j'avais toujours un edge. Même quand j'étais en boxe amateur, j'étais junior, je m'entraînais avec l'équipe nationale senior. Donc, Toujours un... exactement, j'avais toujours un edge. Et comme vous dites, c'est l'entraînement. Oui, je suis bon. Non, we mais, hustle, we mais grind. c'est l'entraînement. C'est ça. Je vais être comme tout le monde. Exact. Parle-nous de ta fille. En fin de compte, je devrais dire plutôt parle-nous de toi en tant que papa. En tant que papa, oui. C'est ça. C'est bien. Moi, je suis, comme je faisais, je suis un peu papa poule. Pourquoi? Je suis un peu papa poule. Mais c'est sûr que j'essaie quand même de lui laisser sa liberté, parce que quand on essaie trop de retenir notre enfant, c'est là qu'elle va faire les choses qu'on ne veut pas qu'elle fasse. Absolument. Elle va partir plus vite de la maison. Alors, j'essaie de lui laisser quand même une liberté. Elle vit avec toi? Oui, depuis moi, je suis papa monoparental. Ma fille, je l'ai depuis qu'elle a 5 ans, à temps plein. C'est moi qui l'ai élevée. Sa mère habite pas ici, sa mère habite à Sainte-Lucie, Ah, d'accord. dans les îles Antillaises et Très tout. beau, oui, je connais, je viens d'y arriver. oui. C'était parfait. C'est vrai, Exactement. elle revient de là. Je Ok, reviens de vous avez là. sûrement été J'ai été à Body Holiday. Body Holiday? Complètement dans le nord. Ok. Au bout de l'île, complètement. OK, parce qu'il y a une belle place, là. C'est l'hôtel... j'ai oublié le nom, ça m'échappe, là, mais... Sandals? Non, moi, j'avais été là au Saint-Dol, mais c'est Jane Mountain View, je pense. Oui, j'ai Mountain View, absolument. Ouais. Ça, c'est très... Je suis pas allé encore, mais ça a l'air d'un très bel Très, hôtel très bien, aussi, c'est là. un des nouveaux, oui. Mais non, c'est une belle île. C'est une Ouais. belle île. Sa mère vient de là. Ouais. Et moi, quand sa mère est repartie, j'aurais pu laisser ma fille partir avec sa maman. Mais, tu sais, j'ai pensé au bien-être de ma fille, à son futur. Et je me suis dit que si elle reste au Canada, elle va avoir beaucoup plus C'est d'opportunités ça. dans la vie. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de la garder. C'est sûr que j'ai dû aller en cours parce que sa mère voulait passer avec sa mère. Mais moi, en tant que père, j'avais quel âge à l'époque? J'avais probablement Oui, j'allais dire, tu t'es- 24, 25 ans. Quand que sa Tu mère étais est dans ta partie. vingtaine, hein? Exactement, quand sa mère elle est partie. Parce que moi, sa mère tombe enceinte, j'avais 19 ans et elle avait 25 ans. Ah oui! Exactement, oui. Oh, Donc, c'est un amour De déjà jeunesse. de Ouais, jeunesse. de jeunesse. Vous Donc, étiez déjà précurseur, quasiment. donc, c'est ça. Quand elle est partie, moi, j'ai pas pensé à moi parce que si j'avais juste pensé à moi, Ah oui, mais j'aurais pu laisser la le liberté. partir. Ben oui. Juste avoir un peu d'argent chaque Absolument. mois. Tu sais, j'ai 24 ans, bachelor, la Mais vie prend. Mais j'ai pas pensé à moi. J'ai pensé à son avenir à elle. Ouais. Donc, j'ai décidé de la garder. Et je crois que j'ai bien fait. Puis, j'ai toujours aussi donné accès à sa mère. Je l'ai jamais empêché de C'est parler bien. avec sa mère ou de pas voir sa mère parce que moi, je voulais pas justement qu'avec le temps, quand elle grandit, elle me reproche que j'ai empêché de voir sa mère. Absolument. Donc, j'ai toujours donné accès à sa mère. C'est juste que sa mère est partie, je crois, elle avait 5-6 ans. De 5-6 ans jusqu'à, mettons, 18-10 ans, je n'ai pas envoyé voir sa mère parce que je savais que si je l'envoyais, elle ne serait pas revenue. reviendrait Exactement. Donc, la première fois que je l'ai envoyé, comme je vous dis, je suis un peu papa poule. Tu devais Je capoter. l'ai envoyé, non, mais je l'ai envoyé avec un bodyguard et mon assistant. Et mon assistant to make sure everything's Like, okay. they go. Tu vois? Donc, puis, juste la première fois, là, je dis tout s'est bien passé. Ouais. Et la deuxième fois, je l'ai envoyé aussi encore avec mon assistante. La troisième fois, elle a pu y aller par elle-même. C'est beau à voir, c'est beau parce qu'on pense souvent que
C'est papa poule, ça veut dire quelque chose qui est différent. Mais Ouais. c'est beau de voir cet attachement-là. Puis C'est plutôt papa protecteur aussi. C'est ça. On a une belle relation, mais c'est juste que là, maintenant, elle a 21 ans, elle pense que c'est ma femme. Écoute, là, hein, ça y est, une Donc, jeune adulte. exactement. Mais dis-moi, est-ce que tu vois, c'est quoi d'être la fille de Jean-Pascal? Parce que moi, tu comprends qu'elle elle est née, elle a grandi sous toi, tu étais sous les projecteurs. Ça. Les médias, tes combats de boxe, puis il y en a qui ont été quand même très médiatisés, toujours. C'est ça. Ben, c'est ma fille, tu sais, elle était un petit peu naïve. Elle ne comprenait pas, plus jeune, parce que tu sais, je l'avais depuis l'âge de 5 ans, elle ne comprenait pas et tout. Mais tu sais, avec le temps, avec l'âge, elle a commencé à comprendre. Je me rappelle, pour ses 16 ans, Oui. là, tu sais, c'est le Sweet 16. Exactement. Donc, je dis, bon, on va faire une grosse fête pour sa fête et tout. Là, je dis, là, on va aller faire ça au Ritz-Carlton. Puis là, après ça, elle m'a dit, hey, pourquoi tu fais ma fête au Ritz-Carlton? J'ai dit, hey, après ça, je dis, tu connais pas ça, le Ritz-Carlton? Je dis, ben, c'est un hôtel. Après ça, on appelle ça la fête au Ritz-Carlton. Ça ne s'est bien pas passé. Puis c'est rendu à 18 ans. Elle dit, papa, Tu m'emmènes. c'est la fête au Sweet 16 au Ritz-Carlton. Des années plus tard. T'as même mon Sweet 16 au Ritz-Carlton? Ouais, j'étais quand je disais oui. Mais elle n'a pas réalisé sur le Non, sur le coup, elle n'a pas réalisé, Ah, elle c'est ne comprenait bon. pas. C'est pas important. Exactement. Mais oui. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup avec ma fille, c'est même si tu sais, elle a vécu quand même aisément et tout, elle est pas, elle est vraiment très terre à terre. Elle n'est pas, c'est matérialiste pour une scène pour de vrai. Je suis vraiment, vraiment surpris de valeurs, ça. de belles valeurs que tu as pu lui transmettre. Oui, exactement. Parce que, tu sais, je lui ai dit que j'ai travaillé fort, c'est pour mon argent. C'est sûr, quand elle était jeune, je la gâtais beaucoup, mais en vieillissant, j'ai commencé à moins la gâter pour qu'elle comprenne la valeur de l'argent. valeur. Exactement, la valeur de l'argent. Puis là, justement, elle a commencé à travailler et tout, puis elle se réalise, ah, OK, oui, ça coûte cher les choses. Hein? Et voilà. Exactement. Exactement. Quand ça sort de notre poche. Oui, exactement. Quand ça sort de notre poche et que ça ne rentre pas aussi vite que quand ça sort, Exactement. on connaît la valeur de l'argent. Moi, oui. Non, mais j'allais aller, parce qu'on parlait de papa, d'athlète, mais je veux revenir à l'athlète parce que tout à l'heure, tu as été quelque part et j'ai retenu ma question. Ok. Tu as dit, moi, pour arriver où je suis aujourd'hui, j'ai travaillé pour. Je me suis entraînée. I always had the edge, etc., etc. Est-ce que tu avais un rituel, je ne sais même pas si je peux dire le mot rituel, mais est-ce que tu avais une routine ou un rituel particulier que tu as toujours gardé jusqu'à aujourd'hui avant tes combats? Je ne sais pas si tu le fais avant tes combats ou si tu l'as après tes combats, mais enfin... Plus jeune, oui, j'avais un rituel. Souvent, avant mes combats, ce que je faisais, c'est que je mangeais seul. Après avoir mangé, j'allais prendre une marche. Ensuite, je préparais mes effets de boxe et tout. Et avant de sortir de la chambre, j'allais prendre une douche chaude et froide. Pendant une dizaine de minutes environ. Et ensuite, je m'habillais et je partais pour... Son combat. Pour le combat. pour le combat et tout. Donc, sinon, j'ai pas vraiment de rituel spécifique, mais c'est ça que je faisais beaucoup avant mes combats. Après ça, je me suis dit que des fois, quand on a des rituels, c'est que on a peur, puis on est un peu faible mentalement, fait qu'on s'accroche à quelque chose pour dire qu'on va gagner ou qu'on va réussir. Donc j'essaie de tasser un peu ça de côté. Mais pour vous dire la vérité, je le fais quand même encore aujourd'hui. C'est ça? mais ouais, c'est ça. C'est un peu complexe. Tu sais, on veut avoir un rituel en même temps. Parce que des fois, si ça, mettons, exemple, Tu n'as pas le temps de faire un truc, tu vas penser que tu ne vas pas gagner. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Là, ça C'est devient de la j'allais dire. superstition. Exactement. Donc, Voilà. J'ai une question qui me brûle les lèvres parce que je sais que ça a probablement peut-être été posé, mais peut-être pas. Et ça peut-être dans tes questions à toi en rafale. Ah, mais moi, j'ai des petites questions en Mais rafale. c'est culturel. Oui. Et je veux la poser parce que je veux que les gens comprennent. C'est quand on voit une personne qui vient d'Afrique, peu importe le pays, c'est les chaînes, c'est les bracelets, c'est de l'or, beaucoup. Et généralement, tu sais nous. que les hommes... Exactement. Comme chez nous. Ben, en Afrique, Ben parce oui, que je dis Afrique du Nord, Afrique en Absolument. général, Haïti. Pourquoi?
C'est culturel, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi? Ça représente C'est quoi? culturel. C'est que, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que quand même, nous étions un peuple qui a été, comment je pourrais dire ça, annexé. Oui. On s'est fait, tu sais, on a souffert beaucoup. Absolument. Quand même, pour les Noirs aussi, on a eu 400 ans, c'est d'esclavage. Alors, avec les chaînes, c'est pour montrer un peu qu'on a réussi. Mais aussi, tu sais, c'est culturel parce que même en Afrique, dans les tribus, les gens avaient Oui. des colliers. Oui, C'est c'est juste que vrai. c'était pas en or, mais... C'est donc, vrai. tu sais, les gens avaient des colliers, il y avait des bijoux et Absolument. tout. C'est juste que c'était pas en or. Mais donc, c'est culturel. Puis maintenant, avec les Américains un peu, là, maintenant, c'était pour montrer qu'on a réussi, mais c'est beaucoup culturel aussi. Mais chez nous, c'est comme ça. Donc, en Afrique du Nord, Mhm. les bijoux... Montre, regarde. Et puis Oui, en oui. plus, aujourd'hui, elle n'en a pas mis C'est- jusque-là. Elle est comme moi. elle est- Et là, j'ai osé ne pas trop Elle en avec. a enlevé, Jean-Pascal. Il y en avait jusque-là. Ok. Mais chez nous, c'est le succès. C'est que on montre, on se badigeonne d'or et de belle. bijoux pour montrer son succès. C'est vrai. Donc ça, c'est un peu comme mais, ça. mais c'est culturel. Mais qu'est-ce que j'ai aussi? J'essaie de montrer aux jeunes aussi que des fois, on n'a pas besoin non plus de vraiment montrer. Parce que les vrais riches, Exact. On dirait pas. On pas un paquet de chaînes dans leur cou. Et ouais. On pas un paquet. Tu sais, ils vont avoir une montre, une belle ceinture, des beaux souliers. Plus discret. Exactement, un peu plus discret. Donc, Les époques. présentement, je suis dans cette transition. Transition. Je suis dans cette transition. La montre, une J'adore. that's it. Exactement. On va descendre. Exactement, transition. Parce que J'adore. techniquement, j'aurais peut-être 3-4 chaînes. J'en ai juste une. Jean-Pascal, t'es prêt? J'ai des petites questions en rafale Oui. pour toi. Écoute. Et puis, la première, écoute, la première, je t'ai déjà posée, puis je viens de réaliser, c'était marqué, si vous n'aviez pas été boxeur, vous ferez quoi? Tu as répondu. Probablement chef de police ou politicien. Exactement. Ton plus beau succès? Je crois que c'est ma fille, Angel. Angel, elle s'appelle? Oui, Angel. Ben oui, en plus. J'espère que c'est un ange, vraiment, hein, ou c'est pas... Pour vous dire la vérité, elle a surpris beaucoup de membres de ma famille. Étant plus jeune, on pensait vraiment qu'elle allait me donner beaucoup de problèmes à l'adolescence parce que sa mère, elle est partie jeune. Oui. Tu sais, donc, elle a quand même vécu un petit trauma, un traumatisme et tout. Donc, Mais elle a plus été jeune, sage. c'était un peu plus difficile. Mais à l'adolescence, puis même aujourd'hui, tu sais, c'est pas une fille qui sort dans les clubs, dans des choses comme ça. C'est donc I have to give her that. Oups! Donc, Qu'est-ce que tu as dit? c'est pas une fille qui sort beaucoup. Elle est vraiment à la maison. Maintenant, elle travaille, elle fait ses choses. Elle est vraiment discrète comme personne. Elle est she's quiet. Elle est plus... Elle m'a pas donné, elle m'a pas. Oui, elle est équilibrée. Elle m'a pas donné vraiment beaucoup. Donc, t'as Puis eu- aussi, t'as elle de a la chance. elle a des belles valeurs. T'as de la- Elle a de belles valeurs. Des fois, je pense que je suis en train d'écouter une série avec elle, puis elle ne comprenait pas. Mais comment ça que la madame, elle est mariée, puis elle va manger avec un monsieur? Toi, tu te dis, thank God. Je ferai mieux de faire attention à ce que je fais. Exactement. Elle dit, moi, je dis ça, c'est ça. Des fois, mais j'aime ta philosophie, une jolie et tout. Et donc, voilà, et voilà. Alors, je continue. Le plus grand risque que tu as pris dans ta vie? Le plus grand risque que j'ai pris dans ma vie. Pour de vrai, moi, je ne suis pas une personne qui prend beaucoup de risques. Les risques que je prends sont souvent calculés. Sont vraiment calculés. J'ai souvent... tu sais, moi, je bête souvent sur moi-même. Je bête souvent sur moi-même, mais tu sais, je calcule beaucoup mes choses aussi. Mais le plus grand risque que j'ai pris, pour de vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Tu sais, j'ai toujours été à l'école. J'ai pas lâché l'école. Malgré qu'on disait que j'avais un avenir promoteur à la boxe, j'aurais pu lâcher l'école puis me concentrer. Oui. Mais j'ai pas pris ce risque-là. Je voulais faire les deux en même temps. Pour de vrai... Tu sens pas, en fait, la façon de... On dirait que tu sens pas que tu as pris un grand risque, c'est ça? Tu dis que tu as toujours... Oui, T'avais toujours un plan A, B. Oui, exactement. Exactement. J'avais toujours un plan A, un plan plan B. B. Ouais, puis Mais des ça fois un vient. plan Moi, C. j'ai peut-être un risque que tu as pris.
Oui, vas-y. T'en es même pas rendu compte. Peut-être. Sûrement, j'ai pris des risques, puis je m'en ai pas rendu compte exactement. Moi, t'entendre parler, Hmm? le plus grand risque que tu as pris, et tu l'as gagné en plus, c'est celui d'avoir osé garder ta fille à 5 ans et de rester parent monoparental et de faire d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Oui, Moi, définitivement. c'est un risque que tu as pris. Oui, c'est Ça a vrai. été un succès. Ça aurait pu mal tourner, c'est ça que tu C'est dis. vrai. Ben voilà, Ben, la prochaine comme fois, je tu disais, pour sauras. moi, dans ma tête, j'avais pas Mais calculé oui, ça comme un c'est risque, ça, mais effectivement. mais c'est Oui, un oui, c'est vrai, définitivement. Jean-Pascal, un combat qui t'a bouleversé, qui t'a marqué et que tu sais qui te marquera. Ben, je pense que c'est mon combat contre Sergey Kovalev en 2016, le deuxième combat. Contre Sergey Kovalev, c'est un combat que malheureusement j'ai perdu. Ça m'a laissé des séquelles permanentes que grâce à Dieu, on ne peut pas vraiment le remarquer, mais moi je le sais, je le C'est vois, vrai. je le sens. Ça a été un combat vraiment difficile. J'ai eu une dépression. Ça a été très, très, très difficile. Mais comme que je vous dis, je me suis remis debout. Je suis resté Absolument. debout. J'ai passé à travers. Puis dans la vie, tout le monde passe par des moments difficiles. Tu sais, des fois, on se fait berner souvent par les réseaux sociaux. On voit les gens sont heureux, Ah, sont ci, on oui. les voit à la télé. Tout. Mais tous les gens passent par des moments difficiles. Mais que ce soit des personnes riches, célèbres, pauvres, un jour ou l'autre, vas traverser. même si on voit noir, même si c'est vraiment... On va traverser puis on va voir la lumière au bout du tunnel. C'est comme, dans le fond, le beau temps puis le mauvais temps. Ouais. Après le mauvais temps, il y a toujours le beau temps. Le mauvais temps peut durer une semaine complète, mais le soleil va revenir un jour ou l'autre. Alors, c'est comme ça avec les problèmes. Mais des fois, on va penser que ça ne va jamais revenir, mais il faut rester debout, il faut persévérer, puis ensuite, le beau temps va revenir. Absolument. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, parce que bon, j'écoute le sport, on aime le sport dans la famille, et c'était un combat pour ceux et celles qu'on veut les situer, où je pense que ta vie était... ta vie était en danger, non? Est-ce que c'était ce combat-là ou est-ce que... N'importe combat de boxe, depuis que tu embarques sur un arène It de was boxe, a hard one, I think. ta vie est en danger. Mais non, oui, j'ai été magané de ce combat-là. Voilà. Ma vie, elle n'a pas été en danger après coup, mais peut-être sur le moment, les gens pouvaient penser que ma vie avait été en danger plutôt. Mais ça a été un combat difficile. Je me suis levé, j'avais les côtes endolories, j'avais les yeux... Vraiment. Mais bravo, hein. Et tout, mais... Si je te dis bravo parce que il y a deux côtés à une médaille de la vie d'un athlète. Et souvent, tu parlais des réseaux sociaux, fait que j'en parle. Souvent, on ne montre que le glamorous side of it. Et ça, c'est l'autre côté de la médaille où est-ce que tu vis un moment difficile, mais après, tu te rends compte que tu n'as que toi et toi pour t'en sortir et te relever. Ouais, Et vraiment, bravo. Hein. Je continue. De quoi as-tu peur? De quoi que j'ai peur? Le moi serait peut-être un peu surpris. Plus jeune, j'avais pas peur de grand-chose, mais on dirait que j'ai développé une phobie des auteurs. Les auteurs? Oui. Quand que je suis haut Non, mais dans... on est deux, alors. Oui, Voilà. Moi aussi. Ah oui. Moi, oui, je peux les pas. auteurs. C'est vrai. Et il y a un de mes amis, quand il a décidé de faire le grand saut, de se marier, Oh, ça, c'est le grand saut. exactement. Mes autres amis ont décidé, bon, il fait le grand saut, alors on va faire tous le grand saut avec lui. Oh non. Alors, nous avons été faire du parachute avec lui. Et moi, réussi? pendant la descente, j'ai tombé malade. Ça a été filmé? Ah oui, Ah oui, oui, ça a été oui, filmé. j'ai Tu tombé peux pas malade, oublier donc, ça. oui. Plus jamais. Donc, plus jamais pour lui. Plus jamais. Et on termine avec une dernière question. Le meilleur conseil que tu as reçu, que tu aimerais redonner? Le meilleur conseil que j'ai reçu, sincèrement, puis que je veux redonner, c'est quand on fait quelque chose de bon, de se faire confiance. Dans la vie, des fois, les gens, ils vont demander trop l'avis d'autres personnes. Il faut se faire confiance dans la vie. Quand on sait que c'est quelque chose de bon, Ouais.
il faut se faire confiance, puis il faut foncer. Parce que c'est dès que tu commences à demander trop l'opinion des gens, Tu doutes. c'est là que tu commences à douter. Puis qu'est-ce que j'ai appris aussi avec le temps, avec mes combats de boxe, avec les fans et tout, c'est de jamais laisser l'opinion des gens devenir ta réalité. Bravo. C'est pas à cause que... Moi, on me disait, Jean-Pascal, t'es fini, prends ta retraite, tu vas plein champion du monde, si, ça. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à écouter les gens, puis je disais, peut-être les gens ont raison, peut-être que, tu sais, si tout le monde fini. pense comme ça, peut-être que c'est moi. Ça doit être la vérité. Ouais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, you know what, Jean? Excusez-moi de mon langage, tu comprends? Ouais. Parce que moi, je sais, j'avais encore la passion, je sais, j'avais encore le feu dans moi, puis j'avais le talent pour réussir. Ouais. Puis, je suis redevenu champion du monde. Puis, qu'est-ce aussi que je veux dire, c'est que la première fois que je suis devenu champion du monde, c'était en 2009. Oui. J'ai perdu mon titre en 2000... c'était quoi? C'était en... Non. Je veux dire, excusez-moi. La première fois que je suis allé en championnat du monde, c'était en 2008 contre Carl Froch. J'ai perdu. C'était en Angleterre. Puis après ça, tu sais, je me suis dit, bon, je vais travailler fort, je vais être discipliné, puis je vais revenir plus fort. Pas 1 an après, pas 2 ans après, mais 6 mois après, je suis redevenu champion du monde en 2009. Eh ouais. Ensuite, j'étais content, j'ai réussi. Malheureusement, en 2011, j'ai perdu mon titre. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, 6 mois après, je vais redevenir champion du monde. J'ai commencé à travailler fort, à être discipliné. 6 mois après, je ne suis pas devenu champion du monde. 1 an après, je ne suis pas devenu champion du monde. 2 ans après, je ne suis pas devenu champion du monde. 5 ans après, je ne suis pas devenu champion du monde. Le monde commence à dire, Jean, t'es vieux, prends ta retraite, voilà. tout ça. Puis, 7 ans après, je ne suis pas devenu champion du monde. Ça m'a pris 10 ans avant de redevenir champion du monde. Fait que si j'avais écouté les gens, je ne serais jamais redevenu champion du monde. Vision, exactement. C'est incroyable. Exactement. Travail, discipline et persévérance. C'est ça qui m'a permis. Parce qu'on ne perd jamais jusqu'à temps qu'on arrête. Tu comprends? Donc, c'est un bon conseil. Puis c'est ça que j'ai dit à ma fille, que si j'avais écouté les gens, donc quand les gens disent que t'es pas bon, t'es laid, c'est leurs opinions à eux. C'est leur peur, leur vision, leur regard. Exactement. Puis il faut jamais laisser l'opinion des gens devenir ta réalité. Puis ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué. Parce qui que, t'a servi. Parce que même en 2017, j'avais pris ma retraite. J'avais pris une retraite de 6 mois parce que j'étais plus capable de rester à rien faire chez moi à la maison. J'ai dit, you know what, je vais recommencer. Et j'ai cru en moi. Puis après ça, 2 ans après, je suis redevenu champion du monde. Mais ça m'a pris un délai de 10 ans. 10 ans avant, ouais. Donc c'est pas à cause que tu travailles fort, tu es discipliné que demain matin, tu vas réussir. Puis c'est pas à cause que dans 2 ans, tu réussis pas que ça veut dire que tu vas jamais réussir. Moi, ça m'a pris 10 ans pour redevenir champion du monde. Donc c'est pour ça que c'est important de croire en soi, de persévérer. Puis quand on sait que c'est quelque chose de bon, de foncer puis d'y aller. Exactement. Bravo. Merci. Sur des mots encourageants comme ça. Merci Jean-Pascal. Merci pour ce beau moment. C'était un bel échange. Merci à vous. Qui va plaire à beaucoup de monde. Qui va aussi donner beaucoup de réflexion, je pense, et de conscientisation. Je pense que c'est le plus important dans la vie, c'est de savoir partager parce que c'est des vraies choses dont on parle. Définitivement. Et j'ai hâte de lire ta bio. Elle va sortir quand? Tu le sais? Non, pas encore, mais c'est parce que je n'ai pas encore pris ma retraite. On travaille là-dessus. Puis elle va sortir seulement à la fin de ma carrière. Parfait. À la fin de ta carrière. Mais on est déjà en train d'écrire. J'ai bien hâte à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis aussi, on disait qu'il fallait que je fasse ce film. Mais moi, j'ai dit aux gens, un film, c'est trop court, il faut faire une mini-série. C'est vrai. On va le faire ensemble. Parfait. Mais il est où Creed avec Jean-Pascal? Where's Creed?